On vous souhaite la bienvenue, c'est lundi avec Philippe David. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va? Vous avez bien voté? Bah oui, j'ai été voté comme les copains. Enfin, pas comme tout le monde, parce qu'il y a quand même eu un fort taux d'abstention. Et puis il y avait un deuxième tour où j'habite. Ouais. Et puis il a fait beau temps. Puis j'ai vu un très bon film au cinéma. Et puis ça s'est très bien passé. Vous avez vu quoi comme film? Le rayon et les ombres. Vraiment un chef-d'œuvre. 3h19. 3h19. Je l'ai vu 2 fois. Ah oui, quand même. Ça peut paraître un peu long, mais c'est un chef-d'œuvre. Donc vous avez ça vu... me fait plaisir parce que vous l'avez compris, donc. Ça démarre bien. Au bon accueil. Donc je vous l'avez n'étais pas entendu. sûr que vous l'aimeriez. Ouais. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Philippe Bilger est avec nous. 6 heures, vous êtes allé voir 6 heures de film. Plus de 6 heures. 6h40. 6h40 de film, c'est énorme. Mais je vous invite à le voir, ma chère Cécile. Vous aimerez beaucoup. Oui, mais comme moi, je connais tous les génériques de France. C'est-à-dire, je vois le générique et je m'endors. Donc, c'est un peu mon problème. Donc, voilà. En revanche, pour une sieste, c'est bien. Autour de cette table, Benoît Perrin est avec nous, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Cécile. Je suis triste, vous savez, parce que je trouve qu'il y a deux manières de voir que nous vieillissons. Un, on prend du ventre, c'est mon cas. Et 2, il y a des décès de personnes qu'on a bien connues. Oui. Et le décès de Lionel Jospin aujourd'hui, j'imagine qu'on va en parler, est un coup au moral, parce que je trouve que c'est aussi un moyen de voir qu'on vieillit. Enfin, on voit vos priorités. D'abord, ce qui vous fait décliner, c'est le fait d'avoir du ventre. Et après, la mort de certaines grandes personnalités. Moi, j'ai une chance, c'est que j'en ai pas. Voilà. De quoi? De personnalité? J'ai essayé de vous sauver la vie. Bruno Godard est avec nous, auteur et journaliste indépendant. Ça va, Bruno? Ça va très très bien. Moi, j'ai pas encore vraiment de ventre, mais je suis un peu attristé, voire très attristé par la mort de Lionel Jospin aussi. Pas seulement parce que j'étais jeune étudiant quand il était au pouvoir, mais parce que c'était une certaine idée de la politique qui manque aujourd'hui. Mais en même temps, on se félicite d'être vivant, Benoît. C'est vrai. Vous avez raison, Philippe. C'est sûr que commenter si on l'est plus, c'est compliqué. Non, mais je veux dire comme mais vous avez bu, Philippe? Non, pas du tout. Benoît était dans une tristesse que je veux dissiper immédiatement. Ouais, mais vous n'avez pas de ventre. Je vous le dis. C'est pas ça. Regardez Philippe David. Allez, soyons sérieux. Le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à l'occasion de ces municipales. Les Français ont donc tranché dans plus de 35 000 communes. Le verdict est clair. Un paysage politique en morceaux, plutôt éclaté, et plus que jamais, et des urnes qui sonnent creux. À peine 57% de participation, du jamais vu à ce niveau. Et on vous pose cette question. Ces municipales montrent-elles les fractures de la France? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je dis que la principale fracture, c'est la France des villes versus la France des champs. Qu'en pensez-vous, Philippe? Non. Ah bah d'accord, c'est court. Pardon, genre. Pour développer un peu plus la réponse, oui. Ouais. Moi, je vois pas où il y a une fracture dans ces élections municipales, donc je suis plutôt team budget. D'accord. Et la question du soir à 18h30, les Français étaient appelés aux urnes et pour un scrutin inédit et incertain, une France très fragmentée sur à un an des élections présidentielles. Et on vous pose cette question, la présidentielle a-t-elle commencé? Eh bien, vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Pour moi, elle a commencé le jour de la réélection d'Emmanuel Macron, comme il ne pouvait pas se représenter. Et Bruno Godard, ça a commencé? Ah oui, ça a commencé. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'on profite un petit peu de ces municipales. Ouais. Benoît Perrin. Oui. Alors oui, ça a commencé, mais il ne faut pas surinterpréter les résultats des élections municipales. Et Philippe, c'est un grand oui. Oui, absolument. Et à 17h50, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Alors, je vous rappelle qu'après le lit à vendre avec des punaises de lit, le frigo en panne à vendre à 150 € et à récupérer au 7e étage sans ascenseur, pardon. Ce soir, nos vendeurs ont du talent à vendre un string pas lavé à 35 €. Oui, bon, je vous appelle pour le slip à vendre sur le Bon Coin, toujours disponible? Le string? Ouais, il est toujours Lequel, monsieur? Lequel? Celui à 35 €? Il y a marqué pas lavé là depuis pas lavé? J'en ai plusieurs, j'ai un beige, j'ai un noir, j'ai un bleu, j'ai un rouge. D'accord, ok. Bon, on aura la suite à 17h50, ces gens sont fous. Ça va être passionnant. Le grand débat du jour. Et chic. Ah oui. Mais enfin, bref. La participation de ce second tour, 57% des électeurs se sont rendus aux urnes, une estimation de notre partenaire IFOP Fiducial. C'est le plus mauvais chiffre de participation à une élection municipale sur la 5e République. Pourtant, la campagne d'entre-deux tours a été plus animée, de la dramaturgie, des villes symboles, le jeu des alliances, et cela n'a pas modifié la crise politique et démocratique profonde.
Il y a le temps pour tout dans la journée. Les bureaux de vote, ils sont ouverts sur une large amplitude. Je me suis pas inscrit sur les listes électorales parce qu'on a déménagé il y a pas longtemps et du coup, je me suis un peu pris tard. Ah non, je vote jamais. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas la politique. Vous trouvez pas ça dangereux de pas aller voter ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je trouve que le vote devrait être obligatoire, même, moi. Parce que c'est trop facile de pas participer et après d'être mécontent. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question du jour, ces municipales montrent-elles la fracture de la France, Philippe ? Eh bien, vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et justement, ce numéro, c'est Florence qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ces municipales montrent la fracture de la France, selon vous ? Ah, mais complètement, parce qu'en fait, on parle de villes clés, Paris, Marseille, Nice, enfin, etc. Mais si on regarde exactement ce qui s'est passé pendant ces municipales, la France, en fait, a voté au maximum, et là on est dans un grand pourcentage, régionaliste, divers, liste citoyenne, sans étiquette. Ça, c'est la France, en fait. Après, vous saupoudrez un peu de rouge, un peu de rose, un peu de bleu marine, un peu ce que vous voudrez. Mais en fait, on efface toute une partie de ce pays qui s'est déplacé aux urnes de façon, on va dire, citoyenne. En pensant au réel, au terrain, pas à l'histoire ici, Estrosi nous fait ça, Ciotti là, La Valette là-bas, bref, toute cette histoire qui, comme un gala, quoi, comme de nouveau, on dirait qu'on suit une histoire, les feux de l'amour, avec leur trahison et leur réconciliation, on s'aime, toi non plus. Mais en fait, la France, elle a voté régionaliste. Elle a voté divers. C'est ça, elle est au maximum comme ça, cette France. C'est la vérité, c'est la France de terrain, là. Et là, on a une crevasse. C'est pas une rupture, c'est pas une fissure, c'est une crevasse entre ce qu'on nous dit. Alors on voit les accommodations, le Rotaillot, on s'accommode avec l'un, on s'accommode avec l'autre. Je t'aime, toi non plus. Demain je t'aime, aujourd'hui je vais te réaimer. Fort, j'en parle même pas. Alors là, je sais pas. La veste, elle doit être en lambeaux. Depuis qu'il la retourne, lui, il a une veste certainement en lambeaux. Je veux dire que c'est un truc de fou. En fait, la France, elle est sur le terrain et elle est là. France. Et je vais pousser un peu plus loin le bouchon. C'est que je pense que quand vous votez région, quand vous pensez pour que ça avance, quoi, que ça avance le pays, que ça avance la région, que ça avance tout ça, on pense patrimoine, on pense notre pays, on pense. Alors, de quel côté on le garde tout ça là ? De quel côté on le met ? Alors, il faut vraiment penser là. Florence, on va faire réagir. Est-ce que Philippe Bilger, cette tambouille politique, a fait oublier quand même un peu les programmes qu'on a à peine entendus ? Bien sûr, mais là où, si je suis bien sûr d'avoir compris Florence, je ne suis pas totalement d'accord avec elle, dans la mesure où, bien sûr, il y a le terrain qui est important et qui a manifesté ses enseignements hier, mais j'ai l'impression aussi que la France officielle, les municipalités dont on attendait les résultats, les surprises, tout cela a été intégré dans un immense débat démocratique. Moi, j'ai trouvé que la France tout entière, par le haut et par le bas, était parfaitement représentée dans ces élections municipales. Bruno ? Oui, en fait, il ne faut pas oublier que chaque électeur en France, même à Paris, même à Lyon, même à Marseille, a voté pour un programme municipal. Les gens n'ont pas voté pour un parti politique. Il y avait des propositions. Moi, j'ose croire que l'immense majorité des citoyens ont lu ces programmes, ont choisi le programme qui semblait correspondre le mieux à ce qu'ils voulaient faire de leur ville. Il faut faire le distinguo avec ce qu'on voit sur les plateaux télé, où on voit les responsables nationaux qui sont là, qui sont en train de discuter de politique plus globale. Mais sur le terrain, une élection municipale, c'est une élection de proximité. C'est pour ça aussi que l'outrance ne fonctionne pas, parce que c'est quelque chose qui demande de la pondération. Parce qu'en fait, vous votez pour un maire, pour un conseiller municipal que vous allez croiser après dans la rue. Parce qu'en fait, il habite dans votre ville, il est chez vous. Donc en fait, il faut qu'on se parle davantage, et c'est pour ça que les élections municipales sont une élection essentielle, parce qu'elles rapprochent le citoyen du politique, parce que le politique vit au même endroit que lui.
Il a les mêmes aspirations, les mêmes besoins, la même vie en fait. Donc c'est essentiel. Et il faut pas se dire qu'il y a la France des villes, la France des champs. En fait, c'est deux élections qui sont complètement différentes, mais à chaque fois, c'est différent pour chaque ville. On en parlera dans un instant avec Benoît Perrin et Philippe David. Et vous, 0826 300 300. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Et aujourd'hui, chers amis, autour de cette table avec Philippe David, Philippe Bilger est avec nous, Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés, et Bruno Godard, qui est journaliste indépendant et éditorialiste. Et sur cette question du jour, ces municipales montrent-elles les fractures de la France, Philippe ? Eh bien, pour le moment, vous dites un très très grand oui sur Twitter, puisque c'est un oui à 90%. Ouais, en tout cas pour ceux qui votent sur notre compte Twitter. Benoît Perrin, votre avis ? Sur la participation, je trouve que c'est une vraie déception parce qu'en fait, on a coutume de dire que les Français ont beaucoup de mal avec leurs élus nationaux, c'est-à-dire que ce soit les élections législatives, les élections régionales ou que sais-je, je ne parle même pas des élections européennes, mais qu'en revanche, il y a une vraie proximité ou une vraie adhésion en tout cas, ou un vrai soutien au personnel municipal. Et en fait, on voit que malheureusement, à cette élection, le fossé se creuse, y compris au niveau municipal. Deuxième point, pour répondre un peu à la question de Philippe tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il faut distinguer. Il y a à peu près 90-95% des communes dans lesquelles effectivement c'est des petites communes, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, les habitants, puisque les maires sont à portée de baffe, et bien effectivement lisent les programmes et peu importe en quelque sorte le parti politique, sachant qu'en plus finalement les partis politiques sont plutôt dans les grosses villes. Et puis après vous avez la deuxième catégorie de villes, c'est-à-dire les grosses villes qui sont là pour le coup des villes politisées. Pour le coup il y a un combat on va dire traditionnels droite-gauche, et qui sont effectivement davantage suivis par les médias, avec d'un côté, pour aller très vite, la gauche qui vous promet plus de services publics, plus d'argent aux associations par exemple, de l'autre côté la droite qui traditionnellement prône une baisse de la dépense publique et moins d'impôts. Je vous la fais évidemment très vite, et là les gens votent en fonction du programme. Mais voilà, je pense que pour 95% des communes, les gens votent de manière complètement dépolitisée. Je rappelle quand même que pratiquement 11 millions de Français sont non inscrits ou mal inscrits au vote. Donc oui, c'est énorme. Ça fait beaucoup. Moi, je crois 21% de la population. Moi, je crois que la grande fracture de cette élection, elle est territoriale. Elle est territoriale. Regardez une chose, je n'en ai parlé dans mon édito de ce matin, mais les chiffres sont emblématiques. Le RN est crédité, on va parler de la présidentielle, entre 31, 32, 35%. Il a fait 1,6% à Paris, et dans des villes comme Strasbourg, Toulouse et par exemple Lyon, il tourne entre 5 et 7%. Et quand on regarde bien, dans les villes de moins de 3000 habitants, le RN c'est 31% des voix, plus de 31%. Dans les villes de plus de 100 000, c'est 14% des voix. Et dans les villes de plus de 500 000 ou de 300 000, c'est encore moins. Ça, c'est quand même la grande fracture entre les métropoles et la France périphérique de Christophe Guilluy. C'est un livre qui a une petite quinzaine d'années de mémoire, mais qui résume parfaitement la situation. Bruno Godard. Attention, parce que le Rassemblement national avait finalement très peu de candidats. Donc oui, en fait, ces chiffres-là, voilà, il a fonctionné. Ils ont rapporté que 61 villes. 64, je crois. Ouais, 64. Il y a 35 000 communes, je crois, c'est ça ? Oui. Donc c'est quasi dérisoire. Alors leurs chiffres augmentent. Mais seulement, on en revient à cette proximité, en fait, et à une élection municipale qui n'est pas politisée sur la thématique des partis, en fait. C'est quelque chose qui est très local. Sauf dans les grandes villes. Sauf dans les grandes villes. Voilà. Mais c'est quelque chose de très, très local. Et pour en revenir sur la participation, il ne faut pas oublier que le scrutin avait changé et qu'il y avait énormément d'endroits en France où il n'y avait qu'une seule liste. J'ai trouvé, par exemple, dans le département du Gers, il y a 458 communes. Et 408 communes n'avaient qu'une seule liste. Donc ça ne pousse pas les gens à se déplacer. Mais c'est clair. Pourquoi la parité. La première, c'est la parité. Donc c'est extrêmement difficile de trouver des femmes sur un certain nombre de listes. Et puis on peut plus rayer les noms. Et deuxième raison, il n'y a plus les listes Shabadabada, effectivement, lesquelles on pouvait effectivement barrer des noms qu'on ne voulait pas voir siéger dans son conseil municipal. Et il y a une autre raison qui montre pourquoi, d'ailleurs, la raison pour laquelle les municipales demeurent encore, malgré l'abstention, une élection qui plaît, c'est que tu vois immédiatement le résultat de l'action du maire, de celui qu'il promet ou de celui qu'il a accompli. C'est pour ça que c'est fabuleux. C'est vrai, et en même temps, avec le temps, on voit bien qu'en fait, on ne sait plus tellement qui est responsable de quoi.
On va dans la rue, on demande qui est responsable des écoles, qui est responsable des collèges, qui est responsable des lycées. Je suis pas sûr que les Français le sachent. Qui est responsable de la voirie, je suis pas sûr que les gens le sachent. Qui est responsable de telle ou telle subvention, je suis pas sûr. En fait, il y a un tel enchevêtrement des compétences que malheureusement, j'ai l'impression que ça participe aussi du retrait, en fait, en quelque sorte, de la vie politique locale des Français. C'est parce qu'en fait, ils savent même plus à qui s'adresser quand il y a un problème. Mais c'est clair, mais une chose qui prouve à quel point c'est devenu une usine à gaz. À l'époque, à Toulouse, on disait, tu gagnes Toulouse, même si tu perds toutes les villes aux alentours, tu gagnes l'agglo parce que Toulouse a un tel poids que tu gagnes. Regardez ce qui s'est passé hier soir à Lyon. C'est Grégory Doucet, écologiste, qui est réélu à la ville, mais il a perdu l'agglomération. Oui. Comment voulez-vous que les gens comprennent qu'à Toulouse, on gagne la grande ville, on a l'agglo, et qu'à Lyon, on peut gagner la grande ville et pas avoir l'agglo? Je pense que là, François Hollande avait parlé du choc de simplification il y a quelques années. Je pense que là, il y en aurait vraiment un à faire. Mais là, je le répète, on n'est plus au stade du millefeuille, on est au stade du 10 millefeuille. Et pourtant, quand tu regardes dans le détail ces surprises, tu peux les expliquer à chaque fois. Parce qu'il y a la qualité intrinsèque du candidat, on en parlait avec Bruno tout à l'heure, dont la droite et la gauche ne se soucient absolument pas. Elles considèrent que l'étiquette politique fait tout. Alors qu'on a de multiples exemples, et pour certains douloureux, qui montrent que la qualité personnelle, on ne doit jamais l'évacuer. On a eu ça à Paris, où il y a des candidats de droite qui ont fait de bien meilleurs scores que Rachida Dati. Oui. Les gens votaient pour le maire d'arrondissement de droite, mais ne votaient pas pour Rachida Dati comme maire de Paris. Ça a du sens, en fait. Allez, 0826 300 300, Florence est toujours avec nous, et Patrick est avec nous du Lot-et-Garonne. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je vous écoute parler, là, je suis dans mon tracteur. Et le vote de hier, on peut constater que dans les grandes villes, c'est le vote des étrangers, avec monsieur Mélenchon derrière. Et dans nos campagnes, ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte qu'on est envahi par tout le monde qui arrive dans les grandes villes pour pas faire grand-chose. Et pendant ce temps, nous on travaille pour ces gens-là. Alors, voilà. Patrick, c'est pas le vote des étrangers, parce que pour voter, il faut être français. Hein. Oui. Le vote, il faut automatiquement avoir un passeport ou une carte d'identité française. Hein. Oui, d'accord, mais vous inquiétez pas. Ils ont eu le passeport avec les maires pour pouvoir voter. Oui, alors c'est pas le maire qui décide de l'attribution des passeports. La première idée n'est pas fausse, c'est dans les grandes villes, LFI a fait de bons scores. Mais le vote communautaire, hein, comme on dit. Ah non, mais c'était. Après, c'est évident que c'est évident qu'aujourd'hui la France elle est coupée en trois. J'imagine que c'est ce que voulait dire Patrick. Oui, ce que voulait dire Patrick, certainement. La France est coupée en trois. Vous avez la France périphérique qui vote massivement RN, les petites villes. Vous avez la France des centres-villes qui votent LFI, et la France des banlieues, vote communautariste qui vote LFI, et vous avez la France des gagnants de la mondialisation, hein, les beaux quartiers, Neuilly, je sais pas de quelle couleur est le maire, enfin, je sais qu'il est pas à gauche. Non, mais il est LR. Oui, non, mais il est pas, je crois qu'il est passé à l'UDI, bah, peu importe. Ah, oui, de toutes ces villes cossues qui votent La République, Macron, parce que ça change tellement de nom qu'on sait plus, ou LR. Renaissance. Ou Renaissance, c'est ça, mais ça a changé tellement de fois de nom. Et ces trois France sont vives. Moi, je disais la fracture territoriale, mais politiquement, on n'a pas une fracture en deux, on a une fracture en trois. Et ce sont trois France qui ne se parlent plus et qui ne se comprennent plus. Et c'est ça le pire. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte, franchement, en allant faire la tournée des bars. Les gens vous disent, on ne comprend... Mais la tournée des bars, je vais préciser parce que... Non, parce que j'ai fait une tournée des tabacs, des buralistes il y a 15 jours avant de Aubagne à Bordeaux. Vous avez payé la vôtre, Philippe David, ou pas? Non, les vôtres. Il a dû faire la tournée des bars aussi. Mais... on nous a dit que vous arrêtiez longtemps dans les bars. Et qu'il y avait des notes de frais qui étaient colossales. Énorme. Non, mais c'est vrai, là, la fracture politique, elle est triple. Et il y a trois France. Alors certains parlent des deux gauches irréconciliables. Moi, je me pose les questions quand on voit ces municipales, et même quand on voit les dernières législatives. Est-ce que ces trois France sont réconciliables? Moi, qui suis plutôt optimiste de nature, j'espère que oui, mais je pense qu'elles ne se comprennent plus, qu'elles ne se parlent plus. Et est-ce qu'on ne devrait pas raisonner autrement et regarder tout simplement qu'en fait, les endroits, les villes, les quartiers
où il y a une population immigrée qui est importante, où il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui sont là. Finalement, là, dans ces villes-là, le Rassemblement national fait des scores plutôt faibles. Très faibles. Donc en fait, est-ce que le vote du Rassemblement national n'est pas un vote de l'inconnu où on a peur, comme le monsieur là qui nous appelle et qui est sur son tracteur dans la campagne? Lui, très clairement... Alors, il est pas en phase là avec du danger. Je vous prends un exemple, c'est une ville qui est passée au RN qui s'appelle Montargis. Pourquoi elle est passée à RN? Parce que urbaine. Non, ils sont abandonnés. Non, mais je vous arrête. Pire que ça, parce que lors des émeutes pour Naël, la ville a été complètement pillée, saccagée, mise à feu et à sang. Alors après, faut pas s'étonner que les gens aient voté pour avoir plus de sécurité. Montargis, moi je connais bien Montargis, c'est des magasins qui ferment, c'est le service public qui lâche tout. Et là, en fait, ils se sentent abandonnés. Mais quand vous ajoutez en plus les émeutes et les pillages, alors là, évidemment, les gens. Il y a l'abandon et la peur. Oui. La peur est justifiée. Hein. Ouais. Quand vous voyez le type qui se fait agresser chez lui, qui a dû sortir un sabre qu'on a vu témoigner à la télé, moi je comprends qu'il ait peur quand des gens rentrent chez lui avec des barres de fer, etc. Hein. Allez, merci beaucoup Florence, merci Patrick, merci au 0826 300 300. Césac aujourd'hui qui est au standard avec nous jusqu'à 19h. Dans un instant, seul contre tous, Benoît Perrin, le danger et les filles est encore très faible selon vous. Et Philippe Bilger, lors des élections, nous devons nous préoccuper de la qualité, de l'intégralité et de l'intégrité des candidats. Comme si l'étiquette politique faisait tout et vous pensez que non. Et on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour. Philippe Bilger qui est avec nous, Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés, et Bruno Godard qui est auteur et journaliste indépendant. Tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Benoît Perrin, vous dites que le danger LFI est encore très faible. Oui, j'ai le sentiment que LFI évidemment progresse, donc mais fait beaucoup de bruit dans les médias, va faire beaucoup de bruit dans des mairies, mais très concrètement, qui sont encore très loin du pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne transforment pas l'essai, pas du tout, et que on est loin de l'implantation locale massif dont qu'ils souhaitaient. Alors évidemment, il y a quelques victoires symboliques, on pense à Saint-Denis, on pense à Roubaix évidemment, mais sinon, échec dans les grandes villes, notamment dans des villes clés, je pense bien sûr à Toulouse ou Limoges. Donc du coup, LFI reste finalement très concentré dans certaines zones urbaines, les métropoles, les banlieues et les anciens bastions du Parti communiste, pas du tout dans les zones rurales, pas du tout dans les villes moyennes. Donc en fait, on voit bien que quand LFI est au second tour, ils ne fédèrent pas et surtout, ils font peur à une partie de l'électorat socialiste. Et pire, depuis ce matin, il y a un véritable isolement politique qui s'opère autour de LFI, puisqu'on voit bien que le Parti socialiste en tire la leçon qu'il ne faut pas s'allier avec LFI pour espérer gagner des villes. Donc oui, on voit bien que LFI progresse, mais en même temps, ils partaient de très loin. Il faut rappeler qu'ils sont présentés dans, je crois, à peu près 200 ou 250 villes. Enfin, vous voyez, sur 36 000 communes, finalement, ça fait peu. Et donc, LFI, j'ai l'impression, est d'abord un parti de premier tour et pas encore un parti de second tour. Alors, allez-y. Non. Benoît, votre seul contre tous me plaît beaucoup, s'il est exact. Bien sûr, l'analyse quantitative que vous faites est très pertinente, mais j'y ajouterai quelque chose qui me semble plus préoccupant que votre lucidité apparente. C'est le fait que, malgré ce que vous dites, il y a une emprise très très forte sur l'ensemble de la gauche par LFI qui est presque indépendante de l'intensité ou de l'importance de ces résultats. Et je n'ose penser à ce qui pourrait se dérouler en 2027 où cette stratégie clairement affichée de Jean-Luc Mélenchon visant à réunir les jeunes, les banlieues et éventuellement les immigrés peut aboutir à une confrontation de second tour où là, c'est le succès assuré pour le Rassemblement national. Alors, moi, je crois deux choses. Je crois que je suis pas d'accord avec vous pour une bonne et simple raison, c'est que regardez les sondages de présidentiel. Alors, il y a déjà un premier sondage qui est tombé dès hier soir. Jean-Luc Mélenchon est à 3-4 points du second tour. Au second tour, ce serait Raphaël Glucksmann face à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen. Moi, je suis sûr que Glucksmann, ça ne prendra pas et que Mélenchon monte toujours en fonction des débats. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que c'est pas un parti, c'est comme le RN, c'est un parti
le RN n'est plus un parti jeune, mais le LFI, c'est un parti qui est jeune. Et ça prend beaucoup plus de temps à s'implanter dans les communes qu'à s'implanter au niveau national. Et moi, je crois au contraire qu'il a atteint un plafond aujourd'hui qui lui permet d'avoir l'imprimature sur la gauche. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le là, non déplaise à ceux qui lui crachent dessus aujourd'hui, alors qu'il passait des accords avec lui il y a moins d'une semaine quand même. Ça, c'est sûr. Mais comme disait Georges Clémenceau, l'honneur c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Mais c'est lui le vrai taulier de la gauche en France. C'est LFI, c'est personne d'autre. Et je pense au contraire que pour eux, c'est une grande victoire que ces municipales. Je pense qu'une des leçons du scrutin, c'est de montrer quand même que le Parti Socialiste, en tout cas les électeurs modérés du Parti Socialiste, ils gagnent. Et ben exactement. C'est-à-dire que quand ils ont le choix entre LFI et le Parti Socialiste, ils choisissent le Parti Socialiste. Ça a changé complètement en fait, la donne. Le seul moment effectivement, ce qui s'est passé en 2024, lorsqu'il y a eu des alliances où par définition il y avait soit un candidat socialiste, soit un candidat LFI, là effectivement, soit un candidat Renaissance, soit Renaissance effectivement, ils se désistaient les uns pour les autres. Ils peuvent se faire une place au soleil. Là, le problème, c'est qu'on voit bien que quand les électeurs ont le choix, les électeurs socialistes ont le choix, ils privilégient les socialistes. Absolument. Ça a changé complètement la donne. Là, il y a eu un sondage, mais c'est vraiment tout de suite sorti des urnes. Et les gens mais la poussière n'est pas encore retombée. Mais en fait, pour Mélenchon, moi, je pense que c'est absolument pas une victoire. Il a les images qu'il voulait. Ils ont mis tout sur quelques villes pour avoir l'image du vainqueur, et donc tout va bien. Globalement, au niveau national, les résultats sont pas bons. Et surtout, on a vu que le Parti Socialiste pouvait gagner 2 grandes villes, les 2 plus grandes villes de France, en disant il est hors de question de faire une alliance avec LFI. Donc là, du coup, ils vont se dire on a nos chances, on peut faire monter un candidat de gauche. Le gros problème à gauche, c'est qu'il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidats. Donc il va y en avoir un qui va sortir peut-être du lot avec chance, et Mélenchon... Je pense que Mélenchon, ce tribun, peut-être qu'il est un petit peu moins en forme physique et intellectuelle aujourd'hui, et que ça sera moins brillant qu'avant. Mais déjà, il n'avait pas de candidat partout, mais regardez, il est systématiquement dans les grandes villes. Il fait des bons scores. Regardez, Sophia Chikirou à Paris qui faisait c'est moins bon qu'au niveau national, c'est moins bon qu'aux élections présidentielles. Mais c'est logique parce que là, vous avez notamment ce qu'on appelle la prime au sortant. C'est-à-dire que Grégoire, il a ceux qui aimaient bien Hidalgo et qui vont voter pour Grégoire de gauche. Mais qui, à la présidentielle, n'iront probablement pas voter pour, je sais pas moi, Raphaël Glucksmann ou François Hollande. Il faut voyez ce que je veux dire. Si on a un bon candidat à gauche, ça sera totalement différent. C'est là qu'est la problématique. Et moi, je pense au contraire que c'est une très bonne élection, oui, en termes de résultats pour la France insoumise. Je pense pas du tout qu'ils aient perdu. à Paris, c'est presque 12%. C'est 8 au deuxième tour. Mais c'est ça. De Logu à Marseille, deuxième ville française. C'était beaucoup plus pour Mélenchon. Mélenchon, à l'élection présidentielle de 2022, il a fait beaucoup plus au premier tour que 12%. Beaucoup ça veut dire qu'il y a de la place pour un candidat socialiste de talent. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est la grande de l'histoire. Maintenant, il faut le nom. Voilà, c'est ça. Ce sera pas le plus simple. Philippe Bilger, il est prêt. C'est François Hollande, il est prêt. Oui, il est prêt à tout. C'est sa grande chance. Il est prêt à tout, surtout. Et surtout, il a le pied dans la porte, mais surtout, il y a une ouverture. Parce que c'est peut-être le moins pire, entre guillemets. Et d'ailleurs, il fait tout ce qu'il faut. La déclaration qu'il a faite aujourd'hui, elle est très claire. Par contre, sa stratégie à Tulle a été excellente. Elle a bien marché. Non, mais ça a été couronné de succès. Ça montre l'hypocrisie. Vous qui êtes journaliste foot, depuis Raymond Domenech, j'ai pas vu une aussi bonne tactique. Philippe Bilger, j'ai perdu ma conduite, mais en clair, ma chère Cécile, je suis exaspéré d'abord par la droite, dite républicaine, qui est d'une certaine manière par la gauche, parce qu'on peut voter dans un autre camp et s'intéresser passionnément à ce que fait l'adversaire, par le fait qu'on choisit les candidats par rapport à de très nombreux critères, mais systématiquement, on oublie la qualité humaine, intellectuelle, éthique du candidat. Comme si ça n'avait pas d'importance et que seule l'étiquette politique avait du sens dans un monde politique où on ne s'intéresserait plus à la morale. Je suis obligé de dire que malheureusement, ça explique par exemple la défaite éclatante de Jean-Michel Aulas à Lyon, où pourtant à une certaine époque, il avait une avance considérable. Ça explique aussi que Rachida Dati ait été battue sèchement par Emmanuel Grégoire, parce que les gens, à tort ou à raison, ont pensé, entre guillemets,
aux casseroles judiciaires qu'elle avait, dont elle ne parvenait pas à se débarrasser en invoquant seulement la présomption d'innocence. Donc, en réalité, ce qui empêche la victoire de certains candidats, c'est parfois le candidat lui-même, parce qu'on ne le choisit pas au regard de critères qui peuvent plaire à l'électeur. Je rajouterai je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger, je rajouterai un élément, c'est la naïveté des candidats de droite qui estiment que les maires de gauche sont haïs par leur population, par les gens qu'ils administrent. En fait, on voit bien que objectivement, c'est pas le cas. Je veux dire, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, je veux dire, la victoire est quand même évidemment pas écrasante. Enfin, dans un cas écrasante, dans le cas beaucoup moins. Mais à Lyon, c'est ténu. Néanmoins, quand on entendait les responsables de droite parler, on avait l'impression que les maires en question, dès lors qu'ils marchaient sur le trottoir, les habitants leur jetaient des cailloux. C'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a aussi une naïveté d'analyse. Et particulièrement à Paris, où depuis que la droite a perdu Paris en 2001, eh ben en fait, ils ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose qui leur appartenait. Et donc, ils se sont jamais remis. Tous les états-majors de droite sont dans cette logique où, en fait, les gens qui ont gagné les élections n'ont jamais été légitimes. Ils ont été élus. Alors, on peut discuter leur travail, leur programme, ce qu'ils ont fait, il n'y a aucun problème. Mais ils ont été légitimes parce qu'ils ont été élus par la population de Paris. Alors, et ça, la droite l'a complètement oublié. Ça, je suis entièrement d'accord. Comme en 81, la droite n'avait pas compris qu'elle pouvait perdre le pouvoir parce qu'elle avait depuis 23 ans. Là, on est entièrement d'accord. Alors, à un distinguo près, je fais un tout petit rappel, c'est qu'en 2001, la droite s'est suicidée entre Séguin et Tibéri. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait partie du passé. Alors, en revanche, moi, je suis pas d'accord avec Philippe Bilger sur un point, c'est que l'éthique, c'est très bien, la qualité humaine des candidats, c'est très bien, mais combien de gens connaissent ou ont croisé leur tête de liste au municipal? Est-ce que vous avez serré la main de votre tête de liste au municipal? Moi, j'ai croisé Rachida Dati à la boulangerie. Vous lui avez parlé? Bien entendu. C'est vrai? C'était particulièrement sympathique. Ah oui? Pas du tout. D'accord. Okay. C'est bien vendu. Ah oui, ça c'est bien. Du coup, je la connais. Mais combien de gens connaissent les gens? Et puis, je veux dire, vous croisez quelqu'un sur un marché. C'est sûr que Chirac, il était fabuleux. Vous le croisez au salon de l'agriculture. Il tapait aux fesses des vaches. Il buvait une Corona avec vous, etc. Il était super sympa. Mais est-ce que ça a fait de lui un grand homme politique? Non. Donc la question des qualités humaines, moi je crois que pour connaître les qualités humaines d'une personne, faut la connaître depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et l'avoir fréquenté très régulièrement. Un candidat, c'est quelqu'un qui arrive, on voit sa photo sur un prospectus, sur un bulletin de vote, on voit ses colistiers, on aime ses idées, on ne les aime pas, mais je crois que les qualités humaines d'un candidat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jauger. Même si, attention, et je vous redonne la parole, parfois, il y a le feeling humain où dans le regard de quelqu'un, on se dit, lui, c'est quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre, ou lui, c'est quelqu'un qui je pourrais m'entendre. Tout dépend de la taille de la ville, du village, de la commune. Bien sûr que dans mon village des Hautes-Pyrénées avec 23 votants, tout le monde connaît tout le monde. Oui. Non, mais là, Philippe, vous parlez de notre lien, bien sûr, il est fondamental. Le feeling, ça a marché. Mais au-delà de vous-même, je voulais parler de la manière dont les partis politiques choisissent leurs candidats. Eux, ils les connaissent. Et en réalité, j'ai dans la tête un exemple, et malheureusement, ils valident parfois des choix dont ils savent qu'humainement, éthiquement, ils ne valent pas un clou, si vous m'autorisez, cette familiarité. Eh bien, eux, ils le savent. Et pourtant, ils raisonnent en idéologues, en personnes uniquement enquistées dans la conviction politique. C'est dramatique. C'est tout à fait juste. Et encore une fois, c'est la naïveté de penser que comme les maires de gauche sont par nature mauvais, on peut mettre n'importe qui en face, en fait, ils l'emporteront. Alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, les candidats dont on vient de parler, des Républicains qui ont été battus, ils ont été très mauvais dans les débats. Télévisés. Enfin, je veux dire que ce soit... Bien sûr. Dati, très mauvaise. Olas, très mauvaise. Madame Vassal, 6% au vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand même, c'est vrai que le casting est pas bon. C'est vrai que la qualité des débats ont quand même largement baissé. Regardez, rien que pour la mairie de Paris, c'était quand même affligeant. Ah non, mais pourquoi? Parce qu'aussi, la qualité des journalistes a baissé énormément. Sauf sur Sud Radio. Oui. Je pense que la qualité des débats diminue des deux côtés. Parce que c'est très difficile de répondre intelligemment quand la question est trop longue.
il faut imaginer des questions qui sont plus longues que la réponse qu'on attend ou qu'elle n'est pas pertinente. Non, mais je suis d'accord avec Cécile. Vous voulez dire que certains journalistes, pardon Philippe, veulent exister plus que les candidats? C'est ce que vous dites? Ah oui, c'est ce que j'aime à Sud Radio notamment, c'est qu'on se considère comme moins important que les invités qu'on fait venir. Absolument, mais là je suis bien d'accord avec Cécile. C'est pour ça qu'on a arrêté les invités. le niveau du personnel politique a baissé, ça c'est une évidence, mais le niveau global du pays a baissé. Vous êtes hyper pessimiste. Mais regardez les classements PISA, regardez les classements PISA, il faut augmenter la moyenne. Mais lui, Philippe, il l'a augmenté radicalement. N'importe quoi. Personnel. Je pense que le pays devrait le prendre comme exemple, de manière globale. Vous avez fait une percée fulgurante depuis quelques mois. N'importe quoi. Et il progresse chaque jour, en plus, c'est ça qui est... Ne le poussez pas, déjà, c'est compliqué de tenir. Vous restez avec nous dans un instant. Monseigneur. C'est ça, bien sûr. On va revenir sur Lionel Jospin, ancien Premier ministre et double candidat socialiste aux élections présidentielles de 95 et de 2002, décédé hier, 88 ans. Et l'ensemble de la classe politique, en tout cas, lui rend hommage aujourd'hui. Et nous, dans quelques instants, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est très contents de démarrer ce lundi avec Philippe Bilger, Bruno Godard et Benoît Perrin. 0826 300 300 avec Zach qui est avec nous. Et tout de suite, on rend hommage à Lionel Jospin. Les vraies voix Sud Radio. Ancien ministre et double candidat socialiste à l'élection présidentielle de 1995 à 2002, décédé hier à l'âge de 88 ans. On écoute cette déclaration tellement en phase avec Lionel Jospin. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Philippe Bilger, alors quand on regarde un petit peu, parce que forcément il y a plein de choses qu'on oublie sur Lionel Jospin, de ses piliers, la cohérence idéologique, la responsabilité de l'État, le respect des institutions. Je ne me souvenais pas qu'il était comment vous dire, campé sur des théories, de ne pas dépasser, de ne pas être dans la séduction, de faire un travail, d'être un architecte de la politique. Il avait ça, en tout cas, dans sa vie au quotidien. Absolument. Entendons-nous, il n'est pas nécessaire d'être socialiste pour dire du bien de Lionel Jospin, sans le sanctifier forcément. Mais il avait quelques qualités, à mon sens, fondamentales. On sentait qu'il avait une vision, une intelligence, une intégrité, même si on a cherché à lui chercher quelques poux dans la tête à propos de l'île de Ré, c'était dérisoire. D'autre part, c'est un homme qui profondément a toujours su, tout au long de sa vie politique, et ça n'était pas facile, s'opposer à François Mitterrand, ou en tout cas à certaines injonctions de François Mitterrand. Donc avec lui, me semble-t-il, on avait une intégrité intellectuelle, on avait une intelligence politique et on avait une rigueur dont on manque beaucoup aujourd'hui. Bruno Godard. On avait une rigueur qui pouvait parfois confiner à la raideur aussi, parce que ça, faut pas le nier. C'était quelqu'un qui était très austère. Son côté protestant, sans doute, qui ressortait en permanence. Mais un austère qui se marre, c'est comme ça qu'il se qualifie. Ouais, je pense qu'il se marrait pas. Il se marrait pas tous les 4 matins. Dans les avions. Et quelques maladresses. Et en fait, moi, je veux revenir à cette anecdote. En fait, c'est la première vraie petite phrase quand il dit que Jacques Chirac est un président usé, fatigué. Ouais. C'est du off, avec des journalistes, le truc, ça dérape, il est fatigué, machin, voilà, le truc va pas. Et il se rend compte après qu'en fait, il faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, lui, c'est pas le genre du tout à faire ce genre de choses. Il s'excuse immédiatement. Et moi, on le voit sur les images quand il s'excuse. Il est meurtri, en fait, d'avoir fait ça. Parce que, tout simplement, je pense que, humainement, il s'est déçu à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui avait une telle vertu morale. Faut pas oublier que c'était la gauche qui venait après des années Mitterrand, où il y avait eu un nombre de dérapages pas possible sur la morale, sur tout ça. Et donc, il y avait un retour de cette gauche morale
qui était très importante, qui a relancé le Parti socialiste, qui a relancé la gauche, qui s'est mal terminé, mais il n'est pas responsable de cette campagne-là. Il y a eu tellement de candidats à gauche qu'il a perdu des voix. Mais je pense qu'il est resté persuadé que cette petite phrase prononcée sur Jacques Chirac lui a coûté, en fait. Et on voyait que c'était quelqu'un de fondamentalement humain et avec une rigueur morale et honnête. Voilà. Alors c'est vrai quand je pense à Lionel Jospin, je me suis dit en fait en gros quels sont les souvenirs un peu négatifs et positifs que j'ai. Négatifs quand même malgré tout ce qu'il y en a, c'est quand même effectivement ce fameux entretien, vous savez, la veille du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, on lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous ne soyez pas qualifié au deuxième tour? Et là avec la déconnexion, j'oserais pas dire la prétention qui est la sienne, eh bien il éclate de rire en disant non mais attendez, soyons sérieux, enfin évoquons des hypothèses qui sont un peu crédibles. Deuxièmement, pour l'aspect négatif, c'est quand même les 35 heures. Moi, je veux bien, mais enfin, les 35 heures, c'est quand même une catastrophe pour l'économie française. Et il en est pleinement responsable. On sait que Martine Aubry, qui a dû l'appliquer, y était plutôt défavorable. C'est plutôt Dominique Strauss-Kahn qui était favorable. Et au final, quand même, eh bien, c'est un clou supplémentaire dans le cercueil de l'économie française. Et ça, pour le coup, il est difficile de lui pardonner. Alors après, dans les souvenirs positifs, bon, au-delà de son aspect effectivement homme de bon sens, homme honnête, honnête homme, il y a une espèce de période qu'on espère retrouver, c'est-à-dire une période où la croissance française était là. Enfin, objectivement, je regardais en 2000, la baisse du chômage aussi. 4% en 2000. C'est ça. Une moyenne de à peu près 2,5, 3% pendant qu'il était au pouvoir. Enfin, c'était quand même une belle période. Et puis deuxièmement, belle période aussi, parce que c'était l'époque où il y avait des vrais responsables politiques. Enfin, je veux dire, je me suis amusé à regarder son gouvernement. Vous aviez Strauss-Kahn, vous aviez Elisabeth Guigou, vous aviez Daniel Vaillant, vous aviez Fabius, vous aviez Aubry, vous aviez Jean-Pierre Chevènement, vous aviez Hubert Védrine. Bref, c'est une époque où en fait, vous alliez dans la rue, tout le monde savait qui était ministre le portefeuille de chaque personnalité. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On a l'impression de connaître un autre. Je vais dire un mot pour revenir à quelque chose de très juste qu'a dit Bruno. En 93, la gauche est au fond du sac. On nous promet en 95 un deuxième tour Chirac-Balladur. Et rappelez-vous que c'est quand même Lionel Jospin qui finit en tête au premier tour. Donc on peut dire qu'il a relevé la gauche qui était, vous me passerez l'expression, au fond du sac à ce moment-là. C'est d'abord à cause de la division de la droite de l'époque. C'est pas le talent de Jospin qui fait qu'il est au deuxième tour. Je pense que vous aviez deux candidats quasiment similaires qui se partagent entre 20 et 40% de l'électorat. L'un met la tête de veau, l'autre pas. Voilà. Et l'ensemble des salariés français sont plutôt contents de travailler 35 heures par semaine, je pense. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah ça vous avez raison. Bruno, si vous promettez de l'argent et moins de travail pour les gens, ils sont contents. Faut-il qu'ils les fassent? Voilà, c'est ça. À Mairie de Paris, ils les font pas tous. Dans le milieu. Ça y est, le pic, voilà. C'est tombé. Merci beaucoup. Allez tout de suite, c'est Flavio, notre ami Flavio. Toujours disponible. Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Flavio est avec nous, le bon Flavio. Ça va Flavio? Ça va très bien et vous? Ça va. Alors vous débusquez toutes les arnaques et toutes les bêtises sur le Bon Coin et là je pense qu'on a dépassé les bornes cette fois-ci. On a dépassé les limites en effet. On a tout simplement quelqu'un qui vend un sous-vêtement dans un état un peu dégradé, dirons-nous. Voilà, c'est ça. Voilà. On écoute. Oui, allô? Allô? Oui, allô, c'est qui? Oui, bon, je vous appelle pour le slip à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible? Je vous entends pas, monsieur. Vous avez dit quoi? Pour le slip à vendre. Le string? Le string, ouais, enfin, oui, celui, oui. String, vous voulez savoir quoi, le string? Oui. Ouais, il est toujours... Lequel, monsieur? Lequel? Celui à 35 €? Il y a marqué pas lavé, là, depuis pas lavé? J'en ai plusieurs. J'ai un beige, j'ai un noir, j'ai un bleu, j'ai un rouge. C'est lequel? C'est le beige. Le beige, je crois que j'ai eu un paiement sur le Bon Coin en ligne directement. Vous voulez pas une autre couleur? Le rouge, alors. Rouge. Voilà, ouais, j'en ai deux achetés, je vous offre le troisième. Et là, en période estivale, je vais faire des strings fantasy. Ok. Il y aurait des strings un peu exotiques. String girafe. Et pour les plus téméraires, le string chouchou, le string train. Pour l'instant, non, c'était juste pour me renseigner. Je voulais savoir, c'est vraiment pas lavé le string, là? Parce qu'il y a marqué pas lavé. Diversifier mes revenus comme tout le monde, hein, monsieur. Oui, je les porte et après je les mets en vente. Et vous en vendez souvent? Ah oui, en ce moment, là, que les beaux temps, là, ça arrive. Ça se vend, quoi? Pardon? Ça se vend? Oui. Qu'il est pas lavé du tout, quoi. Il y a le trace, enfin, du moins, il est... Ah non, sinon, le but, c'est que ça soit porté. Je peux garantir, il n'y a que moi qui les porte. Personne d'autre. Ah oui. Ok, je vois.
Bon, bah, je vais quand même réfléchir si jamais je vous rappelle. Hein. Vous payez sur le bon coin directement. Oui. Sans problème. Bonne journée. Au revoir. Voilà, appuyez sur le bouton. Donc c'est lui qui les porte. Ok, d'accord, Flavio. Tout de suite, c'est plus intéressant. Oui, c'est comment vous dire. En tout cas, c'est le plus sympathique du lot. Ah oui. Moi, il y a des gens qui sont très friands de ça. Bien sûr. Alors Philippe, vous en voulez un bleu, un rouge ou un noir? Non, moi, n'importe quelle couleur. C'est l'essentiel. Tant qu'il a été porté, voilà. C'est ce qui compte. Je pense que le plus grave, c'est pas forcément celui qui vend les sous-vêtements, mais ceux qui les achètent. En revanche, vaut mieux pas que celui qui vous livre se trompe de boîte à lettres et la mette chez votre voisin et qu'il l'ouvre par inadvertance. Parce que pour votre réputation, voilà. Non, mais ce qui est terrible, et Flavien a raison, c'est qu'à un moment donné, quand vous vendez ça et qu'il y a des gens qui les achètent, bon, je dis ça. Bon, c'est pas grave. Au Japon, il y a des choses qui se vendent qui sont beaucoup plus glauques. Oui, c'est le caca dans des petites boîtes et tout ça. Mais on leur laisse, voilà. Il y a des sommes folles. C'est ça qui est fou. Flavio, à découvrir, bien entendu, sur votre compte Insta, le bon Flavio, toutes ces vidéos, ces arnaques que vous soulevez, bien entendu, en podcast sur Sud Radio. Et puis, merci Flavio. Et comme on dit, vivement demain. Vivement demain. Allez, on fait une petite pause. Le journal, la météo et le coup de gueule de Philippe David dans quelques instants. Les prolongations au foot, c'est très bien. En politique, beaucoup moins. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio, la seule antenne où vous pouvez vraiment tout dire. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dans un instant, la suite, alors que c'est maintenant. Ça, c'était pas facile à faire. Philippe Bilger est avec nous. Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Bruno Godard, auteur et journaliste indépendant. Vous, au 0826 300 300 avec Zach qui est avec nous. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même de trop nombreux villages, à mon avis, pour râler contre un comportement aussi récurrent que transpartisan qui a été démontré et parfois sanctionné lors des municipales. Mais quel comportement est choquant à ce point ? Eh bien pour moi, ce sont les mandats à répétition de certains politiques dont on peut penser qu'ils n'ont rien d'autre dans leur vie que leur mandat électif. Ainsi, comment expliquer que certains, comme André Santini, 86 ans dans quelques mois, se représentent pour un mandat de 6 ans et doivent quitter l'hôpital pour venir voter, alors qu'il va falloir gérer une ville de plus de 60 000 habitants. Un André Santini, maire depuis 1980, à une époque où Valéry Giscard d'Estaing était président de la République et Léonid Brejnev, président du Présidium du Soviet suprême, le giscardisme ayant comme l'Union soviétique disparu depuis fort longtemps. Comment ne pas comprendre les électeurs qui ont sanctionné les élus repartant pour un énième mandat ? Brest, ville historiquement de gauche, n'a pas renouvelé sa confiance au socialiste François Cuyandre, maire depuis 25 ans. Les électeurs palois n'ont pas réélu François Bayrou, 75 ans dans 2 mois. Peut-être par envie de renouvellement, lui qui a occupé tous les postes, excepté celui de sénateur, au sein du département des Pyrénées-Atlantiques depuis 1983 et sa première élection comme conseiller municipal à Pau. Même cause, mêmes effets à Nice pour Christian Estrosi, dont le premier mandat de conseiller municipal remonte à 1983 et qui a également occupé tous les postes, sauf celui de sénateur dans les Alpes-Maritimes. Je ne mets cependant en aucun cas dans le même panier les maires de tout petits villages dans lesquels le travail n'a rien à voir avec un maire de grande ville, et il est impératif de rappeler que les premiers responsables sont les électeurs qui savent ce qu'ils font dans l'isoloir. Le plus amusant est que souvent, ces politiques vous le disent qu'ils sont indispensables à leur territoire, mais je tiens à les rassurer, comme avait dit Georges Clémenceau lors de son retrait de la politique, après avoir échoué à devenir président de la République en 1920, à l'âge fort respectable à l'époque de 78 ans, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Je serais moins dur que vous à l'égard de... Alors, André Santini, c'est évident. D'abord parce que ces maires qui sont âgés, qui se représentent, ils ont une équipe autour d'eux qui font le travail. Premier point. Deuxième point, il me semble, et c'est humain, que ces êtres-là, hommes ou femmes, c'est fondamentalement leur vie
qui s'attachent à leur fonction. S'ils ne continuent pas à occuper cette fonction, je crois que d'une certaine manière, ils meurent de manière anticipée. Alors je dis pas que c'est bien tout ça, mais je voudrais avoir un peu plus d'apitoiement sur ces êtres qui vont jusqu'au bout. Excusez-moi, j'aime bien prendre un exemple. En 86, élection législative à la proportionnelle, donc tête de liste sûr d'être élu, Marcel Dassault est réélu à 92 ans, il est dans le coma, il meurt quelques jours après sa réélection. C'est pas grotesque de mettre un candidat de tête de liste qui est dans le coma? Franchement, faut être un peu sérieux. Oui, bien sûr, mais vous parlez en général de toutes ces personnes âgées qui se représentent. Je peux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un maire à partir du moment où il est capable de se dire lucide et qu'il ait autour de lui un entourage qui le préviendrait si ça en même temps, tant que la sentence des électeurs n'est pas tombée, ils ont tort de pas y rester. Ça c'est sûr. Après, je pense qu'il serait de bonne loi de limiter le mandat à deux. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 12 ans quand même, 12 ans de mandat, au-delà de l'âge, je pense que c'est pas du tout un sujet d'âge, c'est vraiment une question d'alternance, enfin, ou en tout cas de routine. Quand vous êtes 12 ans à la tête d'une municipalité, on peut estimer que vous avez à peu près fait le tour des choses, en tout cas que vous avez pu mettre en place. Ou de la reconstruire. On peut se dire qu'en 12 ans, on a le temps de mettre en place son programme. On manque pas de temps en 12 ans. Donc voilà, je pense que c'est plus... Et puis en plus, c'est vrai que même si vous êtes attaché à un maire, le fait que le maire puisse se représenter 3 fois, 4 fois, 5 fois, voire être élu autant, eh bien, ça empêche de nouvelles personnalités d'émerger, tout simplement. Et donc à ce titre-là, voilà, je pense que limiter le mandat à 2 me semble être une bonne mesure. Je crois que c'est vraiment ça le problème, en fait, c'est d'accumuler des mandats. Alors après, effectivement, l'âge est aussi un problème, la maladie est un problème. On va voir André Santini visuellement, en fait, je trouve ça d'une tristesse abyssale, parce qu'on voit la mort sur son visage déjà, c'est terrible. On voit donc qu'il ne peut plus, que lui individuellement s'accroche à ça pour ne pas mourir, en fait, ça je comprends tout à fait, mais après il faut penser à l'intérêt collectif. Quand on se présente à une élection, c'est pas pour soi. Enfin, ça devrait pas être pour soi, c'est pour faire quelque chose de bien. Mais effectivement, je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats. Justement aussi peut-être pour faire des choses beaucoup plus positives, parce que si jamais on n'a pas cette crainte de ne pas être réélu, et ben peut-être qu'on va vers des directions différentes, et c'est quand même mieux de renouveler le stock d'élus de manière régulière. Mais moi je crois que la politique, le drame, c'est que c'est un métier. Et qu'on entre en politique après avoir été assistant parlementaire, ceci, cela, il y a d'excellentes écoles de formation des partis, le MJS au Parti Socialiste, la Fidèle, l'Uni à droite, etc. Mais ça devrait pas être un métier, ça devrait être un simple engagement. Voilà, ça devrait être, pour moi c'est une vocation, désolé d'utiliser un terme un peu religieux, d'accord ? Quand on s'engage en religion, là c'est pour la vie, et c'est également un sacerdoce, parce que pendant 12 ans, on y passe matin, midi et soir. Mais de vous 4, personne n'a jamais pensé à devenir maire ? Ah non. Maire, non. Bruno, ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? J'ai subi des échecs. Voilà. Ouais. Non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse encore, parce que je trouve ça très très noble, en fait. Surtout, vraiment, les élections municipales, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qui touche vraiment au quotidien et à la vie des gens. Immédiatement. J'ai dit une bêtise en répondant à Philippe Bilger. Marcel Dassault n'avait pas 92 ans, mais 94. Et puis c'est peut-être là pour le coup, il y avait une histoire d'argent, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il était tout de même sur cette liste. C'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très généreux avec les candidats aux législatives. Allez mes amis, vous restez avec nous dans quelques instants, la suite avec notre ami ministre, puisque nous allons nommer un ministre comme tous les matins, et ce sera un garde des Sceaux aujourd'hui, et juste après ce sera les qui c'est qui l'a dit. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h. Philippe Bilger était avec nous, Benoît Perrin, Bruno Godard et vous 0826 300 300. Et c'est peut-être votre tour. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez surtout garde des Sceaux ? Et c'est Nathalie qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Madame le ministre.
Bonsoir à Bonsoir. tous, oui. Je vous remercie pour la nomination et de remplacer avantageusement Gérald Darmanin. Voilà. J'aime bien le avantageusement. Et votre proposition, finalement, en tant que garde des Sceaux? Alors moi, c'est pas votre proposition, c'est mes propositions. J'en ai déjà beaucoup. Allez-y. Alors, d'abord, moi, je veux plus de procureurs et plus de juges pour accélérer un peu le traitement des dossiers. Alors, je sais que ça fait des dépenses, mais il y a des dépenses incompressibles. La police, la justice, c'est très important, la sécurité dans un pays. Ensuite, on sent qu'il y a une main de fer déjà. On sent que. Oui, il faut recadrer les choses. Philippe Bilger. C'est Nathalie Thatcher qui nous appelle, la dame de fer. C'est ça. Mme Thatcher était pire que moi. Alors, moi, j'ai fait un constat. 5 constats. Et ensuite, j'ai des propositions. D'abord, les Français n'ont plus confiance en leur justice, qui est trop longue à réagir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il y a trop de textes. Il y a une inflation législative. On ne sait plus qui, que, quoi, dont, où. On est d'accord avec moi aussi? Vrai. Les peines ne sont plus appliquées. Vous êtes d'accord avec moi? Vrai. Il y a des récidives sans arrêt, donc ça veut dire que ça sert à rien, notre justice. Il y a du narcotrafic qui se développe à donf, comme disent les jeunes. Et il y a des mineurs délinquants, en veux-tu, en voilà. Et enfin, j'ai relevé une obsolescence des méthodes. C'est-à-dire, on voit bien, les gens arrivent à s'échapper des prisons les doigts dans le nez. Enfin, d'autres se font descendre en encadrant les délinquants pour les amener au parloir, enfin, voir le juge. Ça ne va pas. Alors, quelles sont mes solutions? En plus des procureurs et des juges, je veux mettre des peines planchées, la même pour tout le monde en matière de délit. J'ai dit en matière de délit. C'est-à-dire, tu fais ça, voilà telle peine, et tu l'as ta peine. Et je veux plus entendre à la télé, oui, tu vas avoir une peine qui peut aller de tant d'amende à tant de prison. Et en fait, jamais les gens n'ont l'amende ou la prison, et puis ils sortent avant même d'avoir fait leur peine. Donc moi, tu fais ça, tu auras telle peine, et tu l'auras vraiment. Deuxièmement, je voudrais faire le lien entre la police et la justice encore plus étroitement. J'explique. Je voudrais que les policiers de temps en temps aillent juger aux côtés des juges, et je voudrais que de temps en temps les juges aillent sur le terrain avec les policiers. Comme ça, ils vont un petit peu mieux se comprendre, au lieu qu'il y ait la police et la justice qui s'opposent sans arrêt, et que les policiers disent nous, on arrête les gens, et les juges, ils les font sortir tout de suite. Et alors après, ça a démarré, voilà. Madame le ministre. Les magistrats se sont rapprochés de la police. Je ne sais pas s'ils vont jusque-là, jusqu'à aller dans la voiture avec les policiers, et les policiers jusque dans les tribunaux aux côtés des juges. Non. Bon, donc moi je vais plus loin, d'accord? Ensuite, je veux modifier les lois concernant les mineurs. Ça a déjà été fait, vous allez me dire, Cécile, l'année dernière avec Gabriel Attal. Mais moi je veux vraiment qu'il n'y ait aucun mineur la nuit dehors. Aucun mineur la nuit dehors. Voilà. Sinon, hop, au new. Ensuite, fini. Ah oui. Non, mais il faut être ferme. Au bout d'un moment, on a besoin de limites. Sinon, il n'y a plus de limites. Donc moi, je veux remettre des limites. Fini les déplacements des détenus chez le juge. Les détenus, ils vont au webminaire, d'accord? D'abord, ça coûte cher de prendre un avion pour aller être entendu par le juge qui est à l'autre bout de la France. Donc, tu te mets devant ton petit ordinateur, le juge se met devant son ordinateur, et comme ça, il va entendre le délinquant de loin en loin. Voilà, je vais développer le numérique à fond. Pareil, on ne pourra plus sortir de prison aussi facilement, puisqu'il a fallu que 3 hommes, et un couffin, non je rigole, 2 hommes qui se sont fait passer par des policiers arrivent à faire sortir un détenu. C'est incroyable, c'est impossible. Nathalie, il va falloir qu'on fasse réagir parce qu'on n'aura plus le temps. Si vous permettez déjà... Attendez, j'ai un autre truc très important, Je veux faire construire les prisons par les prisonniers eux-mêmes. On a besoin de les occuper, on a besoin de prisons. Ils vont les construire, leurs prisons. Ensuite, 2 autres choses. Pas de téléphone ni de drogue dans les prisons. Vous allez me dire, c'est déjà la règle, c'est pas vrai. Si on veut, on peut, et on ne veut pas, parce que les téléphones rentrent toujours. Et la drogue aussi. Nathalie, voilà. Il nous reste 2 minutes. Philippe Bilger, la liste est longue. Alors oui, absolument. Alors Nathalie, il y a un mélange dans votre politique des mesures d'extrême rigueur que je ne serais pas loin d'approuver d'ailleurs. Et pour le reste, par moments, j'ai l'impression qu'elle ne serait pas réalisable. Mais je dirais, en tout cas, vous êtes un ministre qui a beaucoup réfléchi avant d'occuper la place Vendôme, et je ne saurais trop vous féliciter. Moi, je trouve que les propositions de la ministre sont très intéressantes. Il manque juste une chose, le durcissement des sanctions pour la triche au qui c'est qui l'a dit. Ça, je pense que là, Bruno Godard, c'est un gros manque. N'ajoutez pas une mesure. Ça ferait un ministre rigoureux, un petit peu dur, mais sérieux en tout cas. Donc effectivement, il y a des mesures qui sont un petit peu compliquées à mettre en place, mais globalement, pourquoi pas quoi. Voilà. C'est dur,
mais juste. Oui. Par rapport au Salvador. Benoît Je souscris, plus de sanctions, moins de dépenses inutiles, plus d'appréhension du réel, je ne peux que souscrire. Vous avez votre carte de membre d'honneur de contribuable associé. C'est incroyable parce que Madame le ministre parle de tous ces reportages où on vous dit ça pourrait être 45 000 euros d'amende et 2 ans de prison, et ce qu'ils ne font jamais. Oui. Effectivement, il y a un moment donné, il faut appliquer tout ça. Ça, c'est clair. Donc, on valide la nomination de Nathalie. Oui, bien sûr. Je crois. Bien sûr. Oui. Mais Gérald Darmanin ne sera pas content de savoir. Non, il peut s'inquiéter. Il peut s'inquiéter. Ah, ben on sait jamais hein, sur Marie-Antoine. Peut-être que lui veut être président, donc il montrera peut-être une marque. On ne sait jamais. Et il nommera Nathalie. En tout cas, merci beaucoup, Madame le ministre, d'avoir joué le jeu. Tout de suite, c'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le qui c'est qui l'a dit sans tricheur, Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, j'espère. Jean-Luc Mélenchon est devenu le boulet de la gauche. Faure. Bonne réponse de Philippe Bilger qui a été le plus rapide. Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Qui c'est qui l'a dit? Pour moi, LFI n'est pas de gauche. Ah oui, j'ai lu ça hier. Glucksmann. Ouais. Bonne réponse. Raphaël Glucksmann. Très calme. Ouais. Mais quand il n'y a pas de triche, tout de suite, ça change la donne. Il faut réfléchir, ça c'est sûr. Question qui c'est qui l'a dit sur le prix des carburants. Les gens doivent choisir entre leur estomac et le réservoir de leur voiture. Jean-Philippe Tanguy. Absolument. Bonne réponse. Mais ils sont dans une forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas d'oreillette, vous n'avez pas de... Tout va bien ? Maxime, pas de triche? Non. Ah non, mais moi, j'ai été puni suffisamment sévèrement pour ne plus le faire. Quelle punition sévère? J'en ai pas entendu parler. La déception dans le regard de Philippe Bilger a suffi. Ouais. Bon, ça, c'est une sacrée sanction. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Les gauches irréconciliables, ça mène la gauche à sa perte. Vallaud Belkacem. Non. Non. Boris Vallaud. Non. C'est une femme. Non, une femme. Delga. Non. Non. Je vais vous aider. Elle met des vestes. Elle met des vestes. Elle en prend aussi. Tourdelier. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Un point chacun, on l'a tous dit. Alors, ils étaient un poil plus rapides, mais je sais pas lequel des deux a été plus rapide. Maxime. Je crois que c'est moi. On va vérifier ça. Mettons ce point en suspens, je vais vérifier. Je crois que c'est Philippe. Qui c'est qui l'a dit? Bruno, les socialistes devraient dire merci à la stratégie d'Olivier Faure. Retailleau. Non. Quelqu'un de droite ou de gauche? Quelqu'un de gauche. Il a un nom de famille de grand acteur. Philippe. Non, il n'est pas de gauche, Édouard Philippe. Ah non, pardon, grand acteur. Je m'en fais à Gérard. Il a un nom de grand acteur. Ah bah oui, très grand acteur. Ouais. D'il y a... Très longtemps. Bien 40, 50 ans. Ouais, oui, il est mort il y a plus de 40 ans, à peu près 40-50 ans. Mais très grand acteur. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Oui. Alors là, et ce grand acteur avait un prénom de roi. Oui. De roi. Louis, évidemment. c'est Louis. Ah, c'est Louis Sarkozy. Mais non. Louis Sarkozy. Mais c'est vrai que son père est un grand acteur. C'est vrai. Bon, il n'est pas mort, mais son père est un grand acteur. Et il est de gauche. C'est cohérent, Philippe. Je propose qu'on retire les points à Philippe. Parce que quand on donne une réponse qui va vraiment pas, on est en négatif après. Ah, mais ça y est. Oui. Pierre Jouvet. Voilà. Et donc l'acteur dont on parlait était Louis Jouvet. Louis Sarkozy, grand acteur. On revient de loin. Qui c'est qui l'a dit sur Olivier Faure et le PS? 2 salles, 2 ambiances. Nous avons manqué de clarté, de sincérité et de solidarité. Socialiste, du coup? Ouais. Oui. C'est pas Hollande. Très proche d'Olivier Faure. Très proche de Boris Vallaud. Boris Vallaud, bonne raison. Bonne réponse, pardon. Président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit sur Bruno Retailleau et LR face au RN? Nous ne pouvons pas continuer dans cette ambiguïté. Édouard Philippe. Non. Ah, Xavier Bertrand. Non plus. Wauquiez. C'est une femme. Une femme. Une femme. C'est pas Genevard. Non. C'est pas. Non, elle est à la tête d'une région. Elle est Morandais. Non. Non. Ah, Pécresse. Bonne réponse de Valérie Pécresse. 2-2-2, ça se suit. Hein. Présente de la région Qui Île-de-France. c'est qui l'a dit? Encore 2 salles, 2 ambiances au sein du même parti. Il faut réunir tous les électeurs de droite et ça ne se fera que dans la clarté. Bellamy. Bonne réponse de Benoît Perrin.
Qui c'est qui l'a dit? Je crains un peu que ce soit une soirée difficile pour notre ville. Cela dit, c'est la démocratie. Jean-Michel Aulas. Non. Quelqu'un qui a perdu hier. Alizio. Non. Dati. Non. Non. Il a pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. Urmic. Non. Un peu plus au sud. Il a pas de bol. Moudin. Non. Il a gagné. Estrosi. Non. Plus au sud que Bordeaux. Bérou. Bonne réponse. Ah bah oui. Il a pas de bol parce que Pau. C'est bon. Ouais, bah oui, Vous évidemment. avez raison. Logique. Bravo. Philippe, c'est à vous. Qui c'est qui l'a dit? Allez. LR, c'est terminé. LR, c'est une succursale de Monsieur Macron et du Parti Socialiste. Bardella. Non. Pas loin. Chenu. Non. Non. Pas le même parti. Mais bon. Ciotti. Non, Ciotti, bonne réponse. Ciotti. Oh là, ils sont doués, hein. Eh bien, écoutez, remontez du diable vos verts. 4, 3, 2. Alors, il y a un point en suspens. C'était qui, Maxime? C'était Philippe Bilger le premier. Ah. Bon, bah, c'est 4, 3, 3. Bonne technique de foot. Maxime ne triche plus les remarquables. Bravo. Voilà, ça change tout. Merci. Voilà. Depuis que Maxime ne triche plus, il faut avoir des preuves. Hein. Là, il m'a donné raison. Ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Non. Allez les amis, dans un instant, la question du soir. Les partis politiques français n'ont pas attendu donc la fin des municipales pour se lancer dans les présidentielles de 2027 avec cette question du soir, Philippe. La présidentielle a-t-elle commencé? Vous dites oui à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Très bien. On parlait des tatouages, vous n'êtes pas tatoué? Non, je suis pas tatoué. Non, je suis pas sûr. Moi, je suis sûr qu'il est un très discret. Oui, moi aussi. Il ne veut pas parler. Ça se trouve, il a un truc de dingue. Malheureusement, j'ai certains de mes enfants qui en ont. Ah bon? Ah ouais, pourquoi malheureusement? Parce que je n'aime pas. Ouais, je comprends. Benoît Perrin, pas de tatouage non plus? Pas de tatouage, et je militerai pour que mes enfants n'en aient pas non plus, parce que c'est très joli sur le principe, et puis après le temps passe et ça devient moins joli que le temps. Il suffit de se balader sur les plages de France pour s'en apercevoir. Si vous saviez le nombre de gens qui essayent de se les faire enlever parce qu'ils trouvent plus de travail, plus de... Voilà, c'est compliqué. Bruno Godard, Philippe, non? vous en avez un? Non. Vous m'avez dit. Non. Ah, je croyais que vous m'aviez dit. Non, mais il aime bien. Peut-être bientôt, mais non. Vous aviez un tatouage. Mais moi, j'en ai un petit. Je vais vous montrer. À quel endroit, ma chère Cécile? C'est un sous-marin. Ah bah non, il est en plongée. Donc. Bon, c'est une blague des années 80, je vous le dis tout de suite. Je la connaissais pas. Elle est très bonne. Écoutez, c'est bon, voilà. Il y a des choses plus importantes et plus intéressantes. C'est la question du soir, par exemple. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Oui, nous allons porter un projet pour le pays et pour les Français dans les semaines et dans les mois qui viennent. À moins d'un an d'une élection présidentielle et législative déterminante pour le destin de la France. Je vis avec dans ma tête un compte à rebours. On a 385 jours. Et en face, il y a un iceberg. L'iceberg, c'est le Rassemblement national. Les succès de ce soir ne sont pas un aboutissement, mais un commencement. Le commencement pour la France. Le commencement pour une renaissance patiente, sérieuse et déterminée. Il faut parler de la France aux Français et c'est ce à quoi nous nous attelons en permanence. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la Macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Vive la République et vive la France. Les vraies voix Sud Radio. Et avec cette question, la présidentielle a-t-elle commencé, Philippe? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 80... Je vous dis ça tout de suite. Oui à 89%. 83, pardon. 83%. Et c'est Kamel qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle d'Avignon. Bonsoir, Kamel. Bonsoir. Bienvenue sur... Et ça va et vous? Ouais, la forme, on a le beau soleil, il fait beau chez nous, c'est pour ça que je vous pose la question. Eh ben, chez nous aussi, il fait beau. On n'est pas loin. Hein. C'est bon chez nous, et très content que notre candidat il est passé. Voilà. Ah ben voilà. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous estimez que cette campagne des municipales était déjà une campagne présidentielle, selon vous? Moi, la question, elle me surprend. Votre question, elle me surprend. Je sais que vous la posez et vous êtes au courant que c'est tout ce qui s'est fait en ce moment, c'était fait pour les présidentielles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde se rend compte que LFI
Ouais, il est là. Hein. Il joue bien l'arbitre maintenant, la LFI à gauche. Hein. Et là, on voit bien que les socialistes, ils sont dans la merde, et que la gauche, ça et les filles sont dans la merde. Maintenant, quand on parle du Front National du RN, c'est ce que je disais dans ma vie, il était toujours en tête chez nous, et puis là, il est en 3e position. J'ai l'impression que les électeurs aujourd'hui commencent à comprendre et qu'ils commencent à reprendre, comment on appelle ça là, le truc sur le terrain, quoi. Les électeurs sont de plus en plus, maintenant ils s'inquiètent un peu plus ce qui se passe par rapport à tout ce qui est international. Donc ça joue sur ce qui se passe en France aujourd'hui pour les présidentielles prochaines. Voilà. Et donc pour moi, vous dites, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un sondage, il est 80%, c'était sur quoi, excusez-moi? Sur la présidentielle a-t-elle commencé? C'est oui à 83%. C'est notre sondage sur X. 80, c'est que les autres ils devaient dormir, alors les 19%. mais ça me rassure parce que 80% ça prouve que, enfin, les Français ils sont réveillés. Maintenant, c'est à nous de choisir, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure à votre collaborateur, que je mettais la moitié de ma main à couper qu'on aura au 2e tour LFI. Voilà, j'ai dit la moitié de ma main. Hein. Voilà, parce que là, il va falloir ramer, il va falloir que les partis rament pour pouvoir attraper le retard qu'ils ont derrière, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, d'après ce que je vois et d'après ce que je constate, sur Avignon, je vous l'ai dit encore une fois, je m'attendais pas à ce que LFI arrive à 18-19%. Pas du tout. Je m'attendais que le RN arrive en tête, Galzi en second, mais là, ça a tout chamboulé. On a une quadra, là, tout a chamboulé. Par contre, je savais pas que LFI, chez nous, couchait au premier soir, quoi. Hein. D'accord? Ils se sont vendus de suite au PS, ou est-ce que c'est le PS qui s'est vendu? Moi, je pense que c'est le PS qui a tout accepté de LFI pour pouvoir gagner aujourd'hui. Donc, ça prouve que le PS, je ne comprends pas pourquoi ils ont le droit à parler à la télé. Hein. Déjà, le Parti Socialiste ne devrait même plus parler, devrait se taire. Excusez-moi hein, d'être honnête, d'être le plus... Voilà, je dis ce que je pense. Mais merci Kamel. Voilà. C'est Olivier Galzi, Galzi qui était... Ancien journaliste. Exactement. J'ai bien connu. Philippe Bilger. En réalité, la campagne présidentielle a commencé depuis la réélection d'Emmanuel Macron, conjuguée avec le fait qu'évidemment, il ne peut pas se représenter en 2027. Depuis les municipales, c'est encore plus clair. Et pas seulement dans le cas particulier d'Édouard Philippe. Il était inévitable que, à partir du moment où il reste un an pour toucher le port suprême de l'élection présidentielle, il y ait de plus en plus d'ambitions qui continuent à se développer. On va discuter des modalités de la primaire, des ambitions vont encore plus s'amplifier, et vous avez totalement raison, poser cette question. On va libérer, j'allais dire, les fauves de la politique. Philippe a très bien résumé la situation. C'est vrai qu'il y a un sujet de calendrier, donc les élections c'est quasiment dans un an. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. En revanche, j'ai vraiment un souhait profond, parce que j'ai l'impression qu'on est privé de débat de fond depuis au moins 2 élections présidentielles. J'aimerais vraiment qu'enfin il y ait programme contre programme et qu'on parle du fond et pas simplement, voilà, pas simplement des personnalités, des goûts des uns des autres, mais qu'il y ait vraiment un vrai affrontement idéologique enfin à l'occasion de l'élection présidentielle, parce que j'ai l'impression que on nous a un peu en quelque sorte. Alors vous allez me dire, il y a le contexte international, il y a des affaires personnelles qui ont effectivement émaillé les dernières campagnes présidentielles, mais je reste sur ma faim, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression qu'en fait les Français n'ont pas trop eu le choix ces dernières élections. Voilà, donc j'espère vraiment que ce sera enfin un débat de fond. Ce serait bien que ce soit un débat de fond, parce que surtout là, parce que j'ai bien peur que la prochaine élection, en fait, il y ait une seule place pour le second tour, puisque manifestement il y a déjà une place pour le second tour qui est pour le Rassemblement national, et a priori je vois pas comment être à 35, 36 aujourd'hui, ça peut descendre en dessous de 20, parce que ce sera ça. Donc voilà, et j'ai peur en fait que ce soit malheureusement aussi... Même si on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, mais bon, je vois pas comment les lignes peuvent bouger en an autant, c'est impossible. Et en fait le problème c'est que là il va y avoir une place, et que j'ai peur que ce soit finalement une querelle de personnes, que ce soit celui qui parle le plus fort, qui soit le plus outrancier, qui réussisse à avoir ces 14-15% qui peut-être suffiront à se qualifier pour le second tour. Et donc c'est un vrai problème, mais il faut pas cette fatalité. Moi, me dire qu'on aura un duel Rassemblement national et LFI aujourd'hui, alors qu'il y a plus d'un an
avant cette élection. Je veux pas m'y résoudre. Voilà. Et il faut proposer autre chose. Il faut que le pays puisse décider entre deux autres candidats. Voilà. C'est pas possible ce choix-là. C'est impossible. Moi, je crois une chose, c'est qu'on va avoir d'énormes surprises d'ici un an, parce que rappelons-nous que c'est le 4 avril de mémoire, on est le 23 mars, donc c'est dans 1 an et 2 semaines le premier tour de la présidentielle. On sera peut-être là dans 54 semaines en train de commenter les résultats du premier tour, d'accord? Donc l'eau a le temps de couler sous les ponts. On a vu des candidats hyper favoris faire naufrage. On parlait de Balladur tout à l'heure en 95, de Jospin en 2002, de Fillon en 2017 et tutti quanti, d'accord? Plein de choses peuvent avoir lieu, mais je suis en revanche d'accord avec Philippe Bilger, avec le changement constitutionnel voulu par Sarkozy, qui fait qu'on ne peut pas briguer un 3e mandat quand on a été réélu. La campagne présidentielle, elle est commencée depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Et le bloc central, ça va être la guerre entre Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, et ceux qui peuvent avoir... François Bayrou, pourquoi pas? Il a perdu à Pau, mais il peut avoir des ambitions nationales. Pourquoi pas? Ah ben lui, il va certainement tenter en coup. Alors il a toujours cru en lui. Hein. Là, je mets un petit billet. J'ai pas dit qu'il serait élu, mais candidat, pourquoi pas? Il est capable de tout, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Il y a d'ailleurs une chose très intéressante, c'est que demain, il y a un bureau politique de LR qui va se consacrer à la désignation du candidat pour la prochaine présidentielle. Primaire ouverte, primaire fermée, ceci, cela, etc. Donc ça veut dire que les états-majors des partis sont déjà dans la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'on pourra sortir dans cette campagne présidentielle du faire barrage à? J'ai bien peur que non. Il aura de moins en moins d'importance, et je dirais peut-être même que s'il y a un barrage, il sera contre LFI. Parce qu'il faut bien voir, et Bruno le disait, et ça n'est pas, je dirais, fulgurant dans l'originalité de la... Non, je parle pas de C'est charmant, c'est vraiment, c'est charmant. Bruno, je veux dire, je pensais qu'on était comme ça. Ça fait des mois qu'on indique à juste titre que la plus grande chance du RN de passer, c'est Mélenchon au second tour. Bah oui. Clair. Kamel veut réagir. On vous écoute, Kamel. Non, mais je vous ai entendu parler là. Vous parlez d'Attal, de trucs et tout, ils sont morts, eux. Il faut les enlever. Mais je crois que les gens ne comprennent pas. Vous nous parlez de gens qui n'existent plus. Ah mais je vous arrête. Edouard Philippe, tout ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier les gilets jaunes, Edouard Philippe, quand il a lâché le truc et qu'il est revenu. Attendez, je crois que vous n'êtes pas avec le peuple là. Je parle pas au nom du peuple, hein. Je ne vais pas faire comme les hommes politiques, je vais parler au nom des Français. Non, je parle de la rue, quoi. Je parle Kamel, on évoque les personnalités qui aujourd'hui se sont déclarées. Voilà. Donc après, et n'oublions pas une chose, c'est que... Je comprends, j'ai compris. Mais le truc pour moi, c'est évoquer plutôt ce qui fait. Moi, ce que vous n'êtes pas en train de voir, c'est que LFI a fait un projet, et c'est ce même projet depuis l'année dernière, si c'est pas 2 ans avant, ils sont en train de le propager dans partout. Mais Kamel, soyons clairs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous voulez qui, vous? Par rapport à quoi? Par rapport à la présidentielle. C'est quoi votre candidat? Je suis un homme de droite, mais j'aimerais bien avoir une droite. Une droite, une main de fer dans un gant de velours. Mais pour l'instant, honnêtement, à droite, je vous le jure, hein, en tant que... je vous dis, je vote à droite. Mais je vois personne, là, aujourd'hui. Je vois rien, à part De Villepin, peut-être. Mais encore... De Villepin est-il encore de droite? Sinon, à droite, je vous jure qu'on est perdu. Non mais Cécile, je vais répondre à Kamel. Quand on a fait la tournée des tabacs avec François-Louis Bourneau, non mais c'est très important, il y a 15 jours, les gens nous disaient on ne voit personne qui nous inspirerait réellement pour la présidentielle, tant à droite qu'à gauche. Et regardez bien... Pour l'instant, il y a David Lisnard, éventuellement Darmanin, il y a aussi Édouard Philippe. Ces gens-là, ils vont sauter. Bien sûr. Ceux qui ont commencé à... Oui, mais les gens, on aura plein. Non, mais il y aura... Alors ça, pour être candidat à la présidentielle, vu les égos des politiques, je peux vous dire qu'il va falloir multiplier la production de panneaux électoraux. Le problème, après, c'est de ne pas avoir une candidature de témoignage et finir à 0,5%. C'est ça le problème aussi.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Mais c'est ça, c'est le principe de la 5e République. Mais donc, du coup, il faut proposer des idées. Vote d'adhésion au deuxième tour, franchement, j'y crois pas beaucoup. Ah non, ça, j'ai l'impression que depuis Mitterrand et depuis Sarkozy, pour aller très vite, il n'y a pas eu de vote d'adhésion en France. Ouais. Je vous arrête. À chaque fois, c'était absolument parce qu'on veut éviter que l'autre soit élu. Le dernier vote d'adhésion, c'est 2007, et le dernier vote d'adhésion avant, c'était 1969. Vous ne diriez pas 81 ? Les gens ont voté contre Giscard, plus que pour Mitterrand, bien sûr que oui. Tant que vous adhérez aux vraies voix par l'adhésion, l'adhésion, tant mieux. Merci beaucoup Kamel, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et Emmanuel Macron vient d'annoncer un hommage national pour la disparition de Lionel Jospin. Ce sera mercredi. Vous restez avec vous restez avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec la question du jour. Sud Radio. Et c'est la dernière ligne droite avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, Bruno Godard et vous au 0826 300 300. Dans quelques instants avec Philippe David, de 19h à 20h, des sujets encore sur la table. Oui, les vraies voix font parler la France. Évidemment, vous êtes très nombreux à vouloir réagir sur les municipales. On attend vos réactions pour tous les aspects de ces municipales, voire même de la présidentielle au 0826 300 300. Et puis si vous voulez parler de Lionel Jospin, tiens, par exemple, vous l'avez croisé dans sa circonscription à Sainte-Gabelle, dans le sud de la Haute-Garonne, où vous voulez lui rendre hommage ou dire que vous avez aimé certaines choses et pas d'autres, tout est bienvenu au 0826 300 300. Et Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio ce matin, dans le Grand Matin avec Patrick Roger de 7h à 9h. On l'écoute. Les vraies voix Sud Radio. Les écologistes portent une responsabilité énorme et je ne comprends pas pourquoi Marine Tondelier n'est pas interrogée là-dessus à Nice en maintenant contre vents et marées leur candidate Juliette Chenel qui fait 15 points. Et je vous assure que s'il y a le Front Républicain comme en 2015 si vous voulez pour sauver Estrosi face à Marion Maréchal, Christian Estrosi est à nouveau maire de Nice. Oui, mais elle a sans doute raison sur ce plan-là, Françoise. Mais il faut bien voir aussi que les écologistes en avaient assez à Nice, comme la gauche en général, de revenir au secours de Christian Estrosi. Et donc, ça n'est pas étonnant qu'en définitive, même les Républicains, grâce à l'attitude subtile de Bruno Retailleau, aient fait élire Éric Ciotti. Benoît. Bruno. Non, mais oui, Estrosi, malheureusement, il perd cette mairie pour l'ensemble de son œuvre. Il n'y a pas de surprise. Après, voilà, la campagne a été dure. Je suis pas persuadé que la totalité des votes écolos se serait reporté sur Estrosi, parce qu'au bout d'un moment, les gens seraient pas venus simplement voter. Et puis voilà, l'écart est quand même important. Ciotti a fait sans doute une meilleure campagne. Les gens à Nice en avaient marre d'Estrosi. Il y a eu une combinaison de faits. Retailleau lui a fini, la poignardé dans le dos. On lui reprochait d'être beaucoup trop à Paris, visiblement. Benoît Perrin. Non, moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de la lassitude des électeurs vis-à-vis de maires qui restent très longtemps au pouvoir. C'est l'incarnation totale. Peut-être que François Bayrou, qui lui aussi est resté longtemps, en tout cas dans la ville de Pau, a subi le même sort. Donc je suis pas complètement surpris. Je pense pas que ce soit une question de politique politicienne. Enfin ça, c'est vraiment une vision. Et pourtant, reluis-nous d'avoir transformé la ville. Hein. Oui, certainement. Il a fait de très bonnes choses à Nice. Un paradoxe, c'est que il a fait beaucoup pour la sécurité, mais en même temps, il y avait sans arrêt des drames à Nice. Je veux dire, dans la périphérie, peut-être, on avait le sentiment que sa volonté d'assurer la sécurité était en permanence démentie par des drames. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie droitisation de la ville quand même qui est évidente. Donc, entre la lassitude et la droitisation des électeurs, ils pouvaient que passer à la trappe, me semble-t-il. Et puis je pense qu'à gauche, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol de faire du Front Républicain en permanence sur la Côte d'Azur et de plus être présent dans aucune assemblée. Parce que je vous rappelle que à force de faire du Front Républicain, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus un conseiller régional de gauche au conseil régional PACA qui est devenu région Sud. Donc au bout d'un moment, soit on défend ses idées, soit on est juste là pour faire barrage. Dans ces cas-là, il faut rebaptiser son PC, le parti Castor. Estrosi, c'est pas ce qu'on appelle un gauchiste. Là, il se présentait au deuxième tour comme demandé la gauche. Sincèrement, voilà, c'est compliqué pour la gauche de dire écoute, on va te soutenir. Évidemment, on a des idées en commun parce que là, très clairement, non. Oui.
Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Merci beaucoup Bruno Godard, et journaliste. J'ai gagné le Kikadi. Non, il faut savoir le dire parce que sinon vous perdez. Je vois dans l'œil de Philippe qu'il y a une. Qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit, pardon. Il y a une petite souffrance dans son œil. Souffrance. Oui, il y a une souffrance. Mais parce que il part en psychanalyse là. Vous êtes mon mentor, c'est grâce à vous que j'ai gagné. On remercie Bruno Godard pour sa dernière participation, donc. C'est normal, non mais c'est normal. Voilà, c'est le jeu. Mais je reste au sommet, je suis invaincu. C'est ça. Et dans un instant, Philippe David, François-Louis Bourneau, et une crise peut commencer en une nuit. La réponse avec Thomas Binet, les incontournables de la bourse. Et merci beaucoup à nos vraies voix derrière le micro. Merci Max, merci Antonin, merci Antoine, merci François-Louis et merci Zach. Et passez une très belle soirée. Je vous laisse avec Philippe David. On se retrouve demain à 17h. Salut. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.